voyez? Oui, nous voyons l'écran très bien. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons voir la bioéthique universelle. Donc, comme on a dit que la bioéthique était une discipline de l'éthique qui s'intéressait aux questions de biomédecine, voilà. Donc dans ça, aujourd'hui, nous allons voir toutes les différentes cultures et les religions qui ont parlé de la bioéthique et leur position par rapport à la biomédecine. Donc, euh, nous allons faire quelques rappels de définition concernant l'éthique. Donc, on peut dire que l'éthique, comme on l'a dit la fois passée, c'est une discipline philosophique. La science de la morale. Voilà. C'est juste quelques petits rappels, quoi. La morale, façon de se comporter, ensemble des règles ou préceptes relatifs à la conduite, c'est-à-dire à l'action humaine. Maintenant, la dignité. La semaine passée, on a fait un petit débat sur la notion de dignité. Voilà. La dignité humaine a des dimensions multiples, philosophiques, religieuses et juridiques. Utilisée en particulier dans le champ de la bioéthique, elle fait référence à une qualité qui serait liée à l'essence même de chaque homme, ce qui expliquerait qu'elle soit la même pour tous et qu'elle n'admette pas de degré. On a dit la fois passée que la question de dignité n'était pas en rapport avec ce qu'on appelle les classes sociales. Par exemple, quand on dit que quelqu'un est digne, quelqu'un est honnête, quelqu'un est un homme de caste, quelqu'un est un esclave, la notion de dignité n'a pas de rapport avec ça. Toutes les personnes humaines sont dignes. Tu as beau avoir, c'est-à-dire des comportements qui sont en déphasage avec la dignité, tu resteras digne. Mais ça s'explique. Par exemple, quelqu'un qui vole, on va dire que tu n'es pas digne. C'est vrai, non? Quelqu'un va dire non, tu n'es pas digne, mais tu n'as pas été comme nous, parce que chez nous, on ne vole pas. Mais cela n'enlève rien de sa dignité. Il reste toujours digne, parce que la dignité, elle est innée. Elle est innée. Alors que la morale, on peut l'apprendre. On inculque à quelqu'un. Ça se façonne. Mais la dignité reste universelle pour tout être humain. C'est pourquoi quand vous déshabillez quelqu'un au marché, on vous dit que vous avez porté atteinte à sa dignité. Voilà. Parce qu'il ne mérite pas ça. Voilà. Quand vous humiliez quelqu'un, vous portez atteinte à sa dignité. Il n'y a pas question d'être président, il n'y a pas question d'être dernier de la classe sociale, dernier de la société. Toute personne humaine est digne. Si je comprends bien, oui, ça fait un peu allusion à la sacralité de la personne. C'est ça, la sacralité de l'homme et de la personne. C'est ça même le mot. C'est ça même. Il n'y a pas de question d'ethnie, pas de religion, pas de degré social. Voilà. Universel se dit de ce qui peut s'appliquer à tous et peut être reconnu par le monde entier. Oui. Alors, une question avant de continuer là. Ok. Donc, parfois, c'est qu'on entend que la personne a perdu sa dignité, c'est un mot qui n'est pas, c'est un En terme qui n'est éthique, pas trop. Oui. voilà, en éthique, ça ne s'y est pas. Ok. Ok. Donc maintenant, l'universel, c'est ce qu'on peut appliquer à tous, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni de culture, ni de religion. Voilà. Donc, maintenant, la bioéthique, on dit que c'est une partie de l'éthique qui est apparue dans les années 60. Et suite aux différents questionnements que les scientifiques se sont posés concernant l'évolution même des êtres humains pour les années à venir. Maintenant, les sources de l'éthique universelle. Nous avons le Conseil consultatif national d'éthique. Au Mali, ici, on en a. Dans beaucoup de pays, on en a. Le second, c'est le Comité international de bioéthique.
Donc, il y a un comité international de bioéthique. Quand on parle de sources, c'est-à-dire on se pose la question, comment est-ce que ces principes-là naissent quoi? D'où est-ce que ces principes-là proviennent? Comment est-ce qu'ils sont nés? Donc, ils prennent leur source d'abord dans le Conseil consultatif national, ensuite dans le Comité international de bioéthique. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, parce que dans ça, on parle de la sacralité de la vie humaine dans n'importe quel domaine. Voilà. Ensuite, nous avons la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 20 octobre 2005. Si vous avez des questions, on peut toujours les répondre. Les sources de l'éthique universelle, à titre consultatif, qui décide? Ce sont ces gens-là, ce sont ces organes-là qui décident. Donc, tout ce que vous faites, si ce n'est pas en porte-à-faux avec ce que ces organes-là disent, alors, ça veut dire que c'est valable. Voilà, ça passe comme ça. Maintenant, les sources de l'éthique universelle, on a la dignité, qui constitue ce qu'on appelle le dénominateur commun. Tous les êtres humains sont dignes. Même un fou, il est digne. Parce que tu ne peux pas prendre un fou, par exemple, pour enlever, par exemple, une partie de ses organes pour des fins d'expérimentation. Voilà. L'utiliser comme une cobaye, par exemple. Parce que dans les cas on a toujours un animal grégaire. Voilà. Donc, et la société doit être régulée par rapport au nombre et des règles à respecter. Oui, si. Donc, et cela met un ordre. C'est ça, dans l'humain. Pour que l'homme puisse respecter son prochain. C'est ça, c'est ça. La dignité est devenue le dénominateur commun de tout être humain. Que tu sois riche, c'est ça. Tu ne donnes pas la prétention Merci. De monter une partie de moi. C'est ça même. C'est ça. Maintenant, côté religion, nous avons l'éthique musulmane. On appelle la filtra humane. Dans ça aussi, on parle de dignité. Par exemple, tu ne dois pas tuer une personne, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Ça fait partie aussi de la dignité humaine. C'est pourquoi on parle de l'éthique universelle, la bioéthique universelle. Que tu quittes ici, que tu vas dans les pays Maghreb, ça devient la même chose. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays du Maghreb aujourd'hui, mon cher, la bioéthique est en train vraiment de percer. Tout près en Algérie même. Il y a même des masters en bioéthique. En Algérie, tout près. Oui. Tellement. Et même, ils ont pris la chose en main. Parce que regardez, la Tunisie aujourd'hui est une référence en médecine. Donc, si la Tunisie ne s'intéresse pas à la question de bioéthique, ça devient comme si elle s'est contredit. Voilà. Aujourd'hui, presque tous les Africains vont là-bas. Ceux qui n'ont pas les moyens de partir dans les pays du Nord partent là-bas. Voilà. C'est au Mali que la bioéthique est très muette. Ouais. Ah oui. Vous voulez poser une question? Non, je voulais ajouter seulement que parce que dans ces pays du Maghreb, la bioéthique a une très grande place là-bas. Parce que la religion a fait que la question genre pose des problèmes. Non, tu as très bien compris. Non, merci, c'est ça même. Nous allons voir ça aussi. C'est même, je pense, c'est pas le module suivant. C'est ça même. Parce que quand tu prends la notion de genre, c'est pas seulement le sexe. Parce que beaucoup de gens pensent que le genre, c'est seulement masculin et féminin. C'est pas ça. C'est pas homme-femme. C'est ça même. La bioéthique au niveau des pays du Maghreb a extrêmement étudié ça. Professeur? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, certaines pratiques comme les cas d'insémination, là, est-ce qu'il y a, qu'est-ce que la bioéthique parle de cela? Très bonne question. Après ce module-là, c'est ça qui va venir. Vous êtes trop pressé, ça viendra. Ok, d'accord, merci. La bioéthique, c'est comme ça. Quand vous commencez un module, plusieurs choses entrent dedans. C'est ça.
Maintenant, les sources de l'éthique musulmane, nous avons la sauvegarde de la vie. Donc, selon la bioéthique musulmane, lorsqu'on peut sauvegarder la vie, alors c'est bon. Nous avons la sauvegarde de la santé lorsque le patient est malade, si on veut soigner le patient. Troisièmement, le respect de l'intégrité physique de l'homme. Si ça entre dans ce cadre, ça passe. Déjà, je pense qu'une de vos questions est répondue. Sauvegarde de la vie, là, quand vous parlez, par exemple, des personnes qui veulent faire, par exemple, ce qu'on appelle le clonage, ou la chirurgie esthétique. Ça, ce n'est pas un rapport avec la sauvegarde de la vie. Ça, c'est juste une volonté personnelle, voilà, qui guide le patient, la personne, à aller faire telle ou telle chose par rapport à son gré. Voilà. Nous avons le respect et la sauvegarde de la pérennité. Lorsque la chose est pérenne, ça passe. Nous avons le respect de la filiation, par exemple. De la filiation. On a parlé, par exemple, l'autre l'a parlé du cas de l'insémination et tout ça. Vous voyez que ça apparaît ici. Mais nous allons voir une autre leçon qui va beaucoup traiter sur ça. Où nous allons voir que dans ça, même la notion de filiation va disparaître. Oui, oui, c'est clair. C'est juste un truc de ce genre. Maintenant, dans ça, tous ces trucs-là, toutes les positions de la bioéthique arabe trouvent leur fondement dans le Coran. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la commission, c'est-à-dire internationale de la bioéthique Maghreb. C'est des grands savants de la théologie musulmane qui se réunissent et qui regardent, qui analysent. Voilà. Est-ce que c'est que ces gens-là, ça ne contredit pas le Coran? Donc, la position qu'eux ils vont donner là, tous les pays arabes appliquent, sans restriction aucun. Voilà. Si tu veux faire, alors tu es obligé de quitter le pays et aller faire ça ailleurs. Même si tu fais ailleurs, on peut t'interdire de ne plus revenir dans le pays, au pays. Tu fais le choix. Voilà. Donc, dans ça aussi, et ils ont pris ce qu'on appelle la tradition, la sunna. C'est-à-dire, en dehors de la sunna, ils ne se prononcent pas. Il faut que ceux qui disent que ça fait partie, c'est-à-dire de la doctrine sunna. C'est-à-dire ce qui est vérifiable. Ce n'est pas des innovations que les gens ont fait. Non, non, non. C'est ce qui est traditionnellement authentique, la tradition authentique du prophète. Voilà. Donc, nous avons le consensus de l'opinion. Il faut que les savants qui se réunissent aient un consensus. Et tous, ils ont étudié. Donc, le fil passe entre les experts qu'avec les novices. Entre eux, tu dis que ça c'est interdit. Où est-ce que c'est interdit? Tu dis que ça c'est permis. Où est-ce que c'est permis? Tu donnes les preuves et les différences. Ainsi de suite, et on fait une délibération. Et on dit, à partir de maintenant, nous, les pays arabes, voici notre position sur tel ou tel programme, tel ou tel problème. Et ça devient universel. Nous avons ici une science aussi qu'on appelle l'itidiade. Vous avez entendu parler de ça. C'est une technique théologique que comment on appelle ça, que les experts en théologie utilisent. C'est sous forme de raisonnement théologique pour répondre aux questions. Vous avez l'effort de réflexion que les ulémas ou musulmans et les juristes musulmans entreprennent pour interpréter des textes fondateurs de l'islam et en déduire le droit musulman pour informer le musulman de la nature d'une action, soit c'est licite, soit ce n'est pas licite. Est-ce qu'on se voit? Voilà. Maintenant, professeur, oui. Et partant de ce que vous venez de dire, tout ça là, est-ce que les djihadistes actuels là, est-ce qu'ils ont compris le sens même de l'éthique musulmane? Bon, parce que cette question de... Si l'extérieur arrive à suivre. Oui, tout le monde est correct.
Parce que cette question de djihadisme là même, c'est une question assez compliquée parce que eux-mêmes, dans leur propre pensée, ils pensent qu'ils ont raison. Donc, tu as vu. Or, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas raison. Donc, dès là-bas, il y a une dichotomie totale entre les deux pensées. Il n'y a pas un rapprochement, quoi. Il n'y a pas un rapprochement du pensée. Donc, je ne sais pas en quoi maintenant, comment est-ce que ces gens-là vont parler. Parce que, ils sont très hostiles aux nouvelles technologies. Parce qu'ils pensent que c'est fabriqué par des gens qui sont des mécréants. Oui. Donc, je ne vois pas en quoi ils vont accepter même la bioéthique. Oui. Parce qu'ils vont dire que même c'est les trucs de la biomédecine là sont des choses qui contredisent la volonté de Dieu. Automatiquement, c'est dans leur tête, quoi. Professeur. Oui. Oui. Est-ce que ces gens... Pardon? Comment on appelle? Vous avez souligné un point capital. Vous dites que ces gens-là sont hostiles à la nouvelle technologie. C'est vrai. Voilà, mais pourtant, ce sont des armes, les armes qu'ils utilisent sont également cette même technologie. Mais ils oublient ça. Ça. Là, c'est voilà, c'est pourquoi je dis ils se contredisent, quoi. Réellement, ils sont hostiles. Voilà. C'est ce que je dis, ils se contredisent. C'est-à-dire les faits ne riment pas avec les pratiques. Les dires ne riment pas avec les pratiques. D'accord. Voilà. Professeur. Oui. Voilà, je pense ces gens-là, c'est quand même la mauvaise interprétation des doctrines. Voilà. Ils font des déviations doctrinales. C'est tout, quoi. Et dans ça, comme vous l'avez dit, ils sont les serpents qui se mordent la queue. La queue. Parce qu'ils sont contre l'éducation peut-être occidentale comme nous. Et en même temps, ils profitent de la même éducation pour mener leurs activités. C'est ça. Aisément. Bon, donc, c'est vraiment, je pense que il y a de quoi pour les traiter. Hein. Ouais. Ça marche. Oui, c'est la connexion. Mais pourquoi le micro ne sort pas? Voilà, c'est bon. C'était le fil. On est là. Voilà. Voilà, mais quelqu'un peut parler. Quelqu'un peut parler, on va essayer le micro. Allô? Voilà, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon. Ok, merci. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon. OK. Donc, voilà, nous avons, selon l'éthique musulmane, la dignité, c'est que nous avons honoré les fils d'Adam. Parce que Adam et Ève sont considérés comme le père et la mère spirituelle et biologique de tous les descendants, de tous les êtres humains. Donc, il faut les honorer. C'est eux qui se sont multipliés pour que le monde soit aujourd'hui. Oui, c'est ça, biologiquement, quoi. Voilà. Voilà, il faut les honorer. Voilà. Oui. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, professeur, comme j'ai pris le terrain en marche, voilà, j'ai un peu de soucis là. On parle de ces gens-là. Il s'agit des musulmans ou les religieux tout court. Je n'ai pas trop compris là. On parle de ces gens. Donc, il s'agit de musulmans ou bien il s'agit des religieux tout court.
Voilà. On parlait, c'est-à-dire de l'éthique musulmane, mais de la bioéthique musulmane. Mais un de vos collègues avait posé une question sur les djihadistes, quoi. Comment est-ce que les djihadistes conçoivent voilà, la bioéthique. C'est pourquoi on utilise ces gens, quoi, pour ne pas dire les djihadistes. Ok, d'accord, on continue. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'était un peu l'introduction à la bioéthique musulmane. Maintenant, nous allons voir maintenant même les différents thèmes traités par la bioéthique. C'est bon? Voilà. Donc, maintenant, voici les grands thèmes traités par la bioéthique. Nous avons éthique médicale et progrès thérapeutique. 1, 2, clonage et cellules souches. 3, les diagnostics prénatal et pré-implantatoire. L'euthanasie, les dons d'organes, la grossesse pour autrui, autres enjeux. Nous avons éthique médicale et progrès thérapeutique. L'eugénisme. Qui a entendu parler de l'eugénisme? Eugénisme. C'est un terme qui apparaît beaucoup dans la bioéthique. J'ai même donné un exemple ici. C'est-à-dire, le cas de la chirurgie esthétique par exemple, c'est aussi une forme d'eugénisme. Parce que la personne, dans sa tête, il veut améliorer, c'est-à-dire pas son bien-être seulement, l'espèce humaine même en tant que telle. Il veut se rendre beau, par exemple. Voilà. Ça fait partie de l'eugénisme. Donc, c'est un truc qui est purement volontaire. Et la personne est déterminée à changer sa nature. Professeur. Oui. Est-ce que le fait qu'on... Les OGM, par exemple, on peut parler d'eugénisme? Bien sûr. Okay. Tout ça, ça fait partie du clonage, tout ça là. Okay. OGM, c'est les organismes génétiquement modifiés. Ça fait partie du clonage. Parce que le clonage a d'abord commencé avec les animaux. Les moutons d'Oli, ensuite les porcs. Après, les semences. Ensuite, l'homme même. Oui, nous allons voir ça, C'est un module très long. Nous avons aussi les maladies et médecines prédictives. Un exemple d'eugénisme lié au diagnostic pré-implantatoire. Bienvenue à Kataka. Vous avez entendu parler de ça, non? Ok. C'est un film documentaire qui est, je pense, dans les années 1977, qui parlait uniquement de l'amélioration de l'espèce humaine. Uniquement. Ça fait un feu. C'est partant de là même que beaucoup de chercheurs en biomédecine ont essayé la chirurgie esthétique, ainsi de suite. Comment changer les chevelures, les coiffures, les oreilles, les yeux, même la couleur des yeux. Par exemple, chez les Européens, de l'Europe occidentale, ceux qui ont les yeux bleus sont considérés comme les personnes les rares de la société. Si tu veux te marier avec une fille qui a les yeux bleus là, tu vas les yeux bleus. Pareil pour les hommes, pareil pour les femmes. On ne les trouve même pas. Merci. Si tu les vois là, c'est des espèces rares. Donc, le clonage a essayé de copier tout ça là. Donc, les gens qui veulent faire ça aussi, si tu as les moyens, tu pars. Alors, on change ça aussi. Ah oui, pour la peau, beaucoup de gens en ont fait. Voilà. Beaucoup de gens en ont fait. Donc, la médecine prédictive. Cancer du sein, cancer du côlon, maladie génétique.
hypertension, cancer, diabète, accident, intoxication. Attention. Ça, c'est-à-dire les maladies qu'on peut, c'est-à-dire traiter, mais on n'a pas forcément besoin de faire soit des greffages ou bien soit autre méthode de la biomédecine. Est-ce qu'on se voit? Donc, dans ça, on peut considérer que même si au cas où les personnes sont intéressées à faire ces choses-là, que ce n'est pas important. Pas de porte-à-faux avec les normes de la bioéthique. On se voit? Oui, professeur. Oui? Oui, on comprend. Okay. D'accord. Maintenant, nous avons... je me souviens plus, voilà. D'accord. Éthique médicale et progrès thérapeutique. Nous avons clonage et cellules souches. Nous allons voir dans le clonage que nous avons, c'est-à-dire deux types de clonage. Le clonage reproductif, c'est lorsque on procède par des méthodes artificielles pour reproduire. Par exemple, le cas des bébés éprouvettes, les fécondations in vitro, ainsi de suite. Parce que c'est des reproductions scientifiques et artificielles. Mais ça, c'est le premier clonage. Le second clonage, c'est quoi? C'est le clonage thérapeutique. Uniquement à titre thérapeutique. On le fait lorsque, par exemple, un organe ou une partie, un organe est malade et qu'on veut, par exemple, le cas de greffage, par exemple. C'est aussi un clonage que l'on fait. Voilà, donc voici ces deux types de clonage. Donc, les cellules souches humaines. Le clonage reproductif, c'est un vieux mythe parce que la science a parlé de ça il y a longtemps. Les gens ont parlé du clonage avant même que ça n'existe. Parce que les gens se disaient, est-ce qu'on ne peut pas faire la photocopie d'une personne? Est-ce que si quelqu'un est infécond ou infertile, est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres méthodes, d'autres procédés, voilà, pour que la personne puisse avoir un enfant? Donc, c'est des questions qui ont été posées il y a belle lurette avant qu'on ait des solutions. Bonsoir. Donc, on a dit que ça a commencé avec les dolis. Ensuite, nous avons la dignité de chaque être humain est liée au fait qu'il n'est semblable à aucun être. L'être humain n'est semblable à aucune autre espèce dans le monde entier. L'être humain est unique. C'est ça. Il est différent de tout le monde, de toute autre espèce. Donc, le clonage humain intervient à la dignité de la personne humaine. Il s'agit de la volonté narcissique d'auto-reproduction qui correspond à un décalage temporel. Donc ici, c'est très clair. C'est vraiment cette volonté narcissique, le désir ardent. Comme on dit en bambara, voilà. C'est ça. Donc, je veux faire ce que je veux. Je suis noir, mais je veux être blanc. Je n'ai pas de fesses, je vais avoir des fesses. Je n'ai pas de seins, je vais avoir des seins. Je n'ai pas de yeux bruns, je vais avoir des yeux bruns. C'est ça. Je suis noir, africain, je vais avoir la peau européenne. Voilà. C'est ce désir narcissique-là qui a fait que les êtres humains ont beaucoup parlé de ça. Clonage reproductif. L'éthique passe par le respect de l'altérité d'autrui. Et il ne faut pas accepter l'instrumentalisation de l'homme par l'homme. Le clonage humain est théoriquement hors jeu, mais ne risque-t-il pas de devenir inévitable?
C'est une question ici, une problématique. Parce que quand on parle de clonage, on parle de manipulation des embryons. Et les 70% du clonage, quand tu prends 100 échantillons, sur les 100 échantillons, les 70% sont voués à l'échec. Et les 30% là, tu vas trouver sur les 30%, seulement 5, nous allons voir le taux de réussite, 5% vont réussir, les autres là vont avoir des mauvaises déformations, des malformations. C'est ça. Donc, dans ça, on pense que c'est l'instrumentalisation même de l'être humain qui est en jeu maintenant. L'être humain s'amuse avec l'être humain. Oui. C'est devenu comme un jeu. C'est comme comme sur le PlayStation, quoi. On s'amuse. Voilà. Et ça, si on ne fait pas attention, on est en train de partir vers la dérive. Vers la dérive. Maintenant, nous avons le clonage thérapeutique. Ah oui, il y a l'autre là, comment elle s'appelle? Le micro de quelqu'un est ouvert là. Le micro du docteur Guiro là. Docteur Guiro, si vous préférez votre micro. Voilà. C'est bon, il a fermé? Ok. Donc, le clonage thérapeutique, nous avons les cellules totipotentes, toutes les cellules. Nous avons les cellules pluripotentes, plusieurs types de cellules. Nous avons les cellules unipotentes, un seul type de cellule. Transfert de noyaux somatiques, transfert nucléaire somatique. Donc, ça, c'est les différents types de cellules, voilà, thérapeutiques, dans le domaine du clonage thérapeutique. Voilà. Donc, voici un peu l'image du clonage thérapeutique. Voilà. Et l'autre, c'est l'image du clonage reproductif. Vous voyez les ovocytes. Voilà, l'implantation de l'ovocyte contenant du noyau d'adulte dans l'utérus d'une femme porteuse. Nous avons maintenant les problèmes éthiques. Le problème est triple. 1. C'est pourquoi les grands chercheurs dans le domaine de la bioscience là n'aiment pas du tout la bioéthique, parce qu'ils pensent que c'est un frein à leur propre épanouissement. Oui. Je pense que c'est un frein. Vous savez, ça c'est le premier problème. Et pourtant c'est vrai. L'être humain a de la valeur. On ne doit pas le chosifier, quoi. Le réduire à une dimension purement objet. C'est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. Le 2, technique qui rend possible le clonage reproductif. C'est une technique qui rend possible le clonage reproductif. Donc, ça pousse le chercheur à dépasser ses propres limites et à souvent même être un utopiste. Parce que certains chercheurs se sont dit qu'ils vont augmenter la durée de vie des êtres humains sur la Terre. Oui. Dans ça, ils ont fait ce qu'on appelle le clonage typique des êtres humains. Tu es là, on fait ton clone. Vous n'avez jamais entendu ça? La photocopie, c'est-à-dire le duplicata de la personne humaine. Nous allons voir ça, oui. Avec toutes les caractéristiques de la personne. Donc, c'est un problème. Et troisièmement, le trafic d'ovocytes favorisé par une demande croissante.
Ça va favoriser ça. Le trafic d'ovocytes, là, ça devient maintenant un enjeu financier, un enjeu économique. C'est ça. Oui, oui. Je ne sais pas, Ah, ok. Moi, je suis socio-anthropologue. Ah, mais c'est bien. Santé publique, ça va beaucoup vous aider. Si. C'est ça. Voilà. C'est comme une cellule. Voilà. Donc, maintenant, nous avons les recherches coréennes. Les Coréens aussi ont beaucoup fait de recherches là-dessus. Travaux du professeur Wook Suk à Séoul. Ses premiers résultats indiquaient la création de cellules souches embryonnaires à partir d'embryons obtenus par clonage. Ceci aurait permis l'étude de lignées de cellules contenant des gènes malades. Vous avez vu? Lui, il a beaucoup travaillé dans le domaine des lignées. Ça veut dire que c'est aussi une révolution. Deuxièmement, en décembre 2005, ce chercheur est accusé d'un manquement à l'éthique. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voulez faire n'importe quelle recherche dans le domaine, aujourd'hui, on vous demande le côté éthique. N'importe quel domaine. Je ne sais pas pour les masters, en tout cas pour les thèses, quand même, on demande. Dans les projets de thèse, on te demande le côté éthique. Si c'est même dans le domaine de la santé, on demande à ce que tu ailles au niveau du conseil consultatif. Si vraiment le sujet est percutant, ton encadreur adresse une lettre au niveau du comité national d'éthique. Il faut qu'ils ils entérinent pour que tu puisses. Parce que c'est le côté éthique qui doit ressortir. Maintenant, en fait, il avait bien obtenu des cellules souches, mais par parthénogèse d'un ovocyte entier et non par clonage. Donc, c'est comme s'il a fait une reproduction altérée. Ce qui est contraire à l'éthique. C'est ça. Mais eux-mêmes, ils savent que c'est contraire à l'éthique, mais ils ne se prononcent pas parce qu'ils savent qu'en se prononçant, c'est un frein pour leur recherche. C'est ça le problème. Voilà. Donc, ça, c'est une autre déclaration d'un chercheur ici, Boehner. Le Monde, c'est un journal français, comme l'Indépendant du Mali. Je soutiens pleinement la recherche sur les cellules souches, mais je m'oppose à une recherche financée par l'argent des contribuables qui implique la destruction des vies humaines et des millions d'Américains pensent comme moi. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, il pense que le gouvernement ne doit pas financer les chercheurs qui évoluent dans ce domaine-là. Si c'est sur leurs propres fonds, là, ils n'ont qu'à faire. Parce qu'il y a des laboratoires qui sont autonomes. Mais il ne faut pas que l'État subventionne ces recherches-là. Ça, c'est un peu sa vision. Donc, ça, c'est une recherche de février 2008. Les cellules souches sans embryon. Il existe 3 modes d'obtention de cellules souches embryonnaires. À partir d'embryons surminéraires issus de la fécondation in vitro. À partir d'embryons conçus par clonage, ce qui
en cellules embryonnaires dites cellules, IPS, pour cellules souches pluripotentes induites. Cette dernière méthode fait appel à des rétrovirus pour injecter des gènes de reprogrammation, le cocktail le plus utilisé. Donc ça, c'est des procédés scientifiques qui se passent au niveau des laboratoires. En ce qui concerne les cellules souches sans embryon. De manière biaisée, quoi. Le clonage thérapeutique ou la médecine régénératrice. Parce que ça permet de rétablir. C'est ça. Voilà. L'organe défaillant. Oui. C'est ça même. Ça permet de rétablir, ça régénère. C'est ça, ça régénère. Par exemple, pour le cas de greffage, par exemple, si ça trouve que l'organe est déjà complètement. Donc, quand on greffe, alors ça régénère. C'est ça. Ça permet au patient de se rétablir. C'est ça. Transfert des noyaux somatiques d'une cellule adulte vers un ovocyte. Cellule du sang du cordon ombilical. Placentataire. Cellule nerveuse, hépatique, musculaire, osseuse. Car des cellules issues du cordon. Ça, c'est un peu les stratégies. Les diagnostics pré-implantatoires, DPI et prénatal, DPN. Assistance médicale à la procréation, AMP. Nous avons fécondation in vitro et transplantation. Analyse et réimplantation. Les bébés médicaments. La fécondation et de la gestation d'utérus artificiel. Tout ça, c'est des méthodes scientifiques, des méthodes humaines, artificielles, c'est-à-dire créées par l'être humain, pour combler les déficits au niveau de la reproduction humaine. Ouais, voilà. Donc, souvent, ce que les scientifiques ont dit à l'époque, qu'il n'y a pas quelque chose dans le monde où la science est incapable. Il y a des années où si on disait qu'il y allait avoir des solutions par rapport, les gens allaient se dire que c'est faux, que c'est pas vrai. Maintenant, on tend vers ça. Et les gens font. Professeur? Oui. Je peux poser une question? Oui, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que l'éthique pense de l'induction ovulatoire? L'éthique pense de quoi? De l'induction. C'est-à-dire quand on induit. Oui, je vois. Voilà. Je comprends. Donc, dans ça, quand même, nous allons voir ça toujours dans le clonage. Mais je peux répondre en avance, quoi. Ok. C'est que parmi toutes ces méthodes-là, il y a, c'est-à-dire, une réticence latente de la bioéthique. Ok. Voilà, parce que les méthodes artificielles, vraiment, créent beaucoup de choses. Ça crée le désordre au niveau de la société. Prenons même le cas des Maliens, par exemple. Une femme qui utilise ces méthodes, par exemple, qui a fait, par exemple, 20 ans, 15 ans de foyer, de vie conjugale sans avoir un enfant, de mariage, et 15 ans après, 20 ans après, on la voit avec un bébé. Vous avez vu ce que ça fait? Ça donne une mauvaise image de la femme.
Certains même vont dire que c'est des bébés achetés ou des bébés fabriqués. Oui. Nous allons voir ça dans le clonage reproductif. Ok. Voilà. Sinon, les scientifiques qui ont fait, ils ont dit que, et ils n'ont pas fait ça forcément pour combler le déficit reproductif. Mais c'était dans l'intention de les enrôler dans l'armée. Je ne sais pas si on se voit. Nous allons voir ça. Parce que c'est les enfants qui ne connaissent pas leur papa biologique, ni leur maman biologique. C'est les enfants qui sont adoptés. Alors, les psychologues ont dit que ce sont des enfants qui n'ont pas reçu la chaleur paternelle et maternelle, familiale. Ce qui fait que le mot sentiment est rare chez eux. Et la pitié. Donc, si tu les enrôles dans l'armée quand même, mon cher, ils seront capables de tout. Voilà. Dans les agences secrètes, par exemple, les missions secrètes, par exemple, de la CIA, du FBI, par exemple. Tu les envoies pour des missions extrêmement dures. Ils n'hésiteront pas de tuer quiconque. Voilà. Et ils disent que c'est ça l'avantage. Mais certains ont utilisé parce qu'ils ont les moyens. Ils voient qu'ils n'ont pas d'enfants ou bien ils ne sont pas en mesure d'avoir des enfants. S'ils sont hommes et s'ils sont femmes, alors ils procèdent ainsi pour avoir d'enfants, pour avoir un enfant. Donc, c'est un truc de ce genre. Par exemple, le cas de l'utérus artificiel, par exemple. Vous avez vu, une femme qui ne peut pas garder un enfant dans son utérus, il peut aller payer c'est-à-dire l'utérus artificiel ou bien louer même. On fait ça aussi. Louer. Il y a des femmes aussi qu'on appelle les mères porteuses. Tu les payes. Nous allons voir ça en clonage. Tu les payes. Celle qui ne peut pas porter l'utérus là, qui ne peut pas porter l'enfant dans son utérus, tu payes une autre femme, tu la payes. Elle va garder l'enfant. Vous voyez ce que ça fait. Le côté loué, là, c'est ce qui me tente un peu. C'est pourquoi on dit la personne humaine est devenue une marchandise. Loué, je n'ai pas compris. C'est loué au sens réel du terme. Mais bien sûr, vous faites un contrat. Nous allons voir ça. Aux États-Unis, on fait un contrat. Vous faites un contrat. Voilà, c'est comme si je loue votre machine là. Je dis, moi, je n'ai pas de machine. Vous me prêtez votre machine. Maintenant, qu'est-ce qui certifie que votre machine, vous allez me la louer? Je vais dire, alors, dans ça, nous allons faire un contrat. On part chez un notaire, on fait un contrat. Je dis, du 1er mars jusqu'au 17 décembre, je vais louer votre machine. Donc, à partir du 17 mars, le contrat va prendre en échéance. Je vais vous restituer votre machine et je vais vous payer votre argent. Et l'échéance, là, les paiements et les modalités de paiement sont définis. C'est un truc de ce genre. Non, même ça, c'est pas un peu comme les mères porteuses. C'est ce que je dis. Voilà. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ça même. C'est ça même. C'est ça même. Donc, c'est un truc de ce genre. Un diagnostic prénatal consiste à rechercher durant la grossesse. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais poser une question, quoi. Oui. Et par rapport au bébé éprouvette, là. Il se nourrit, comment dire, du lait maternel, non? Par rapport au bébé éprouvette, là? Oui. Oui, mais après avoir... Si l'enfant... Après la naissance, moi, je pense que... Après la naissance, je pense qu'il doit bénéficier aussi de l'alimentation maternelle, l'alimentation exclusive, quoi. C'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est quoi? Si ce n'est pas ton propre enfant, là, le sentiment, là, est naturel. Psychologiquement, le sentiment est naturel. L'enfant que vous portez dans votre utérus, là, par la grossesse, même les chocs que vous subissez jouent sur l'enfant.
Ok. Je ne sais pas si on se voit. Alors, si l'enfant grandit... Oui, parce que moi, je pense en réalité ça. Si l'enfant grandit dans un environnement différent de l'environnement normal qui est en relation, qui tisse la relation entre la maman et l'enfant lui-même, alors le sentiment psychologique ne sera pas au top niveau. Mais en ce qui concerne l'allaitement là, le micro de quelqu'un est ouvert. Voilà, la personne a fermé. Donc, à le moment où la conception même du fœtus se fait, c'est ce même instant que le contact naît entre la maman et l'enfant et le fœtus. Ok. Maintenant, un bébé qui est dans l'éprouvette là, lui, il est isolé de la maman. Maintenant, quand il va grandir et que la maman va commencer à l'allaiter, c'est à partir de cet instant T que l'autre sentiment là va naître entre la maman et l'enfant. Oui. Alors que l'autre là est non seulement biologique, mais il est naturel. Ok. Voilà, c'est ça la différence. Oui, je vois. Voilà. Ok, merci. Merci. Porte-vue, oui. Et qu'on fasse le truc là, comment est-ce qu'on appelle la importance de médecine, le focus sur le truc là. Le fœtus, ça. Voilà, le fœtus. Le fœtus. Oui, oui. Dans l'utérus de la mère porteuse. Est-ce qu'au moment où cet enfant naîtra, est-ce qu'il aura une certaine ressemblance? Oui, parce qu'on a tendance à une ressemblance. Voilà. Bon, est-ce que l'enfant ne va pas à quelque part ressembler à la mère porteuse? Mais la mère porteuse là, c'est pas son fœtus, c'est pas son ovule. Elle, ça dit, c'est comme la maison là. C'est comme si on te met dans une maison une maison qui ne t'appartient pas. Voilà. Mais c'est pas ta maison. Tu vois, non? C'est-à-dire que les deux sont déjà unis. Non, ça dit qu'ils sont déjà unis préalablement. Avant de les mettre dans l'utérus. Dans l'utérus. Oui, de la mère porteuse. Voilà. Elle ne fait que porter seulement. Oui, garder seulement. Voilà. Elle n'a pas de. Voilà. Elle ne fait que garder seulement. C'est comme si tu prends ta machine, tu déposes dans la chambre et tu fermes. Le jour où tu as besoin, tu viens prendre. C'est un truc de ce genre. L'union est déjà faite dehors. Et quand la femme va naître là, déjà. Non, c'est bon. Voilà. Tu as compris. Voilà. Non, c'est artificiel, c'est purement artificiel. C'est purement artificiel. Purement artificiel. Donc, durant la grossesse, des anomalies embryonnaires ou foétales, amniocentèse, échographie. Diagnostic pré-implantatoire consiste, après une fécondation in vitro, à sélectionner les embryons idem de l'affection génétique recherchée en vue d'une grossesse. Karyotype 3. Donc, dans ça, c'est juste la continuité de l'autre qu'on avait dit. Voilà. Maintenant, les problématiques. Numéro 1, nous avons risque iatrogène du DPN, fausse couche, 0,5 à 1% pour les fausses couches. Puisque c'est artificiel. Souvent, il peut y avoir des fausses couches. Voilà. Toi, tu rigoles. Je vois que je lis de quoi
C'est-à-dire, ça me renvoie un peu vers la pensée de Georges Pascal, qui dit que Blaise Pascal. Voilà. Il dit que science sans conscience n'est que de l'âme. Ah, ça c'est Rabelais. Voilà, Rabelais, je me merde. Rabelais. Voilà, Rabelais. Donc, la science ici, ça correspond un peu à la bioéthique. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut une bioéthique. Merci. Pour donner, c'est ça. Pour contrôler c'est ça. Les démarches, les manipulations. C'est ça, c'est ça. Injecter un peu de conscience et d'éthique à la pratique scientifique. C'est bien ça. Même. Pour en faire se regarder l'homme. C'est ça. Voilà. Donc, raison pour laquelle je suis là avec vous. C'est ça. Parce que nous allons voir avec l'autre modèle, tu vas trouver que même la notion de filiation est remise en cause. C'est-à-dire même la notion de filiation. Par exemple, la notion de famille. C'est un terme extrêmement important pour la quiétude psychologique de l'être humain. L'enfant est fier de dire que ça c'est mon grand frère, c'est mon père, c'est ma maman, ça c'est mon jeune frère. Tu as vu? Mais un être humain qui parachute dans une famille où il ne sait qui est qui. Mais on va dire que telle personne est à moi. Et lui-même, consciencieusement, il n'est même pas satisfait. Et de deux, l'enfant dans sa tête, la personne humaine est c'est-à-dire l'homme avec grand H dans sa tête, a tout le temps un côté penchant, dire que moi je ressemble à telle personne dans la famille. Soit la maman, soit le papa. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà. La femme va dire ça. Non, moi je suis ma maman. Mais celui-là, lui, il est parti vers le côté de papa. Tu as vu? Déjà, biologiquement, tu es satisfait. Mais un enfant qui ne ressemble ni à son papa ni à sa maman, toi-même, tu vas te poser la question. Voilà. Même si on te dit, toi-même, tu te poses la question, qui suis-je? Un extraterrestre ou bien je suis tombé du ciel? Mais c'est ça. Parce que biologiquement, il doit y avoir quand même quelque chose en toi, voilà, qui reflète aussi les parents. Ça, c'est logique. Quel qu'en soit Alpha, c'est logique. Si ce n'est pas c'est le visage. Même les yeux, en tout cas, une partie. Même la façon de marcher. Quelque chose quand même, tu vas avoir ça du côté paternel, mais le maternel. Ça, c'est évident. Tu n'as même pas le choix. Voilà. Donc, déjà, l'être humain est prédisposé dans ça, biologiquement. Tu as vu? Bon, si tu nais comme ça et que toi-même, tu ne vois rien. Et puis ça, c'est un de deux. La notion de filiation, la personne humaine, il n'a pas de grand frère. Il n'a pas de petite sœur. Il n'en a pas biologiquement. Il n'a pas de famille. Parce que c'est une famille qui est créée. Peut-être que sa maman est aux États-Unis. Anonymement. Et le papa peut se trouver au Mali. Voilà. J'ai l'habitude de visiter le village d'enfants SOS. Oui. C'est un peu. Ils essaient de corriger tout ça, mais vraiment, tu vois. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Moi, je les ai questionnés, l'enfant dès au niveau de la première, aussi, je suis à un certain niveau, mais c'est au niveau des robots, et après, sur la vie active. Et j'ai aussi des parrains entre temps. Oui, c'est ça. Et ces parrains vont financer. Surtout pas le côté financier, mais c'est de les faire croire qu'ils viennent de cette famille. Voilà. Là, ils ne savaient pas. Ils viennent en vacances dans cette famille, ils le retrouvent. C'est volontaire, tu vois, tu cherches à parler à manger. Et c'est très préféré. Et comme je suis en train de mais on n'a pas de suivi après. Ça, c'est un peu. Sur la vie active, je pense. Voilà. Sinon, c'est ça. C'est choquant quand tu vois les SOS. Ah oui. C'est une insulte. C'est une insulte. Alors qu'ils sont dans toutes les conditions. Oui. Quand tu dis ça, tu vois la parole. C'est ça. Vous avez vu tout récemment, il y avait un griot qui avait fait ça là. Qui avait fait, je ne sais pas si c'est en Tunisie ou quoi. Vous vous rappelez? Voilà. C'est un griot, une griotte là.
George Mallet. Voilà. Il a fait des années où elle n'a pas eu d'enfant. Parfois, il est parti en Tunisie pour faire ça. Et quand elle est revenue, les gens ont dit qu'elle est dinglanée. Tu as vu? Bon, et regarde, déjà, l'image de l'enfant est déjà terminée. Tu as vu ce que ça fait? Même socialement, l'enfant, il ne sera pas libre. Voilà. Ça pose problème. D'où viennent tes parents? Bon, tu as vu. Ah, socialement, c'est gênant. Si tu ne fais pas attention, quelqu'un va te dire, tiens, mon côté, il faut arrêter. Sa maman a fait 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est partie en Tunisie, elle t'a amené là-bas. Tu as vu ce que ça fait? Bon, là-bas, tu es gêné. Donc, c'est un truc de ce genre. Voilà. Moi, je connais même un grand. C'était dans mon idée. Voilà. Tu vois, c'est l'enfant, oui. Il y a une très grande différence. Les enfants, c'est des droits même. Voilà. La domination artificielle, c'est des enfants, c'est des droits. Voilà. Voilà. Tu as vu? Mais la façon dont tu prends les gens, il y a eu des parents peut-être métissés. Ah. Le métier de changer les gens, hein. Quand tu vois ces enfants, non. Tu as vu? Un garçon et une fille, c'est pas ici. Ça pose problème. Ah, et nous faisons par la fille. Ça, tu n'es pas toi. Alors d'où viens-tu? Tu as vu ce que ça fait? Voilà. C'est un truc de ce genre. Problématique numéro 2. L'embryon est réifié. Il est instrumentalisé, considéré comme un objet non sacré. Il fait l'objet d'un tri. Parce qu'on fait le choix. Parce qu'aujourd'hui, avec le clonage, tu peux choisir le type d'enfant que tu veux. La couleur de la peau, oui. Les yeux, le visage, l'allure, la taille, tout. Donc, on fait le tri. Et sur tous ces trucs-là. Alors, sur les 1000, si on fait un seul tri, les autres là, on les tue. Parce que tu ne veux pas les garder. Ah, voilà. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec le tri là, est-ce que les sexes sont partis ou les sexes ne sont pas partis? Je vous reçois très mal là. Les tri, vous avez parlé du tri, quoi. Oui, oui. Voilà. Dans cette logique-là, est-ce que le sexe fait partie du tri là? Le sexe, bien sûr. Ah, bien okay. sûr, parce que vous pouvez partir demander que moi je veux par exemple un garçon avec les cheveux comme ça et le nez comme ça, la bouche comme ça, les yeux comme ça. Tu fais la description de l'enfant. Et c'est ça, on va chercher ça dans les embryons. Et quand on choisit ça là maintenant, c'est ce qu'on appelle le tri. Les autres là, on les élimine. Voilà, c'est ça le tri. Voilà. C'est à cause de ça, vous voyez souvent des gens qui sont extrêmement beaux. Vous vous demandez comment ils sont venus. C'est ça. Parce que la personne que je désire fait son choix. Voilà. Il décrit la personne d'enfant qui veut. C'est ça. Donc, que deviennent les autres embryons? Les autres embryons, on les tue parce qu'ils vont mourir. Même si tu ne les tues pas, ils vont mourir. Voilà. Mais c'est ça. Voilà. Ils vont mourir. Parce que dans ça, là, les critères que le monsieur et la dame va te dire là, tu peux prendre 100 embryons, tu ne vas pas les trouver. Tu es obligé encore de rechercher encore. Oui, oui, c'est un tri. Parce que c'est comme un marché. Déjà, il dit c'est ce que je veux, tu dois lui donner ça. Si tu ne donnes pas ça, tu échoues. Donc, tu es obligé de donner ce qu'il veut. Donc, dans ça, tu fais le choix. Tu fais le choix. Sir, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, ces tri-là est fait sur les embryons de qui? Sur les embryons bien sûr, des humains, des donneurs. Ah, des donneurs inconnus peut-être même. Bien sûr, ça se vend. D'accord. Ça se vend. Par exemple, pour les sportifs, là, c'est extrêmement cher. Ok. Pour les sportifs, c'est extrêmement cher.
Par exemple, quelqu'un qui dit que moi, je veux un enfant qui soit très, très dynamique. Ah, là, il va falloir chercher Usain Bolt quand même. Voilà. C'est ça. Depuis le don du sperme, le tri est fait. Donc, c'est ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, toutes les caractéristiques que tu vas énumérer, tu as des donneurs pour ça. Donc, maintenant, dans les laboratoires, ils font le tri de tout ça. Et c'est ce qu'on appelle la dérive. Les anomalies sont refusées et que considère-t-on comme une anomalie. C'est une anomalie et c'est de la dérive totale. Voilà. Tentation de choisir des caractéristiques génétiques et idéales. C'est-à-dire, on veut chercher l'idéal, la perfection. Voilà. Alors que dans la fécondation naturelle, c'est purement spontané et purement aléatoire. Purement aléatoire. C'est ça. L'enfant peut être vilain, il peut être beau, ça peut être un jumeau, ça peut être une fille, ça peut être un ça oui. Donc c'est aléatoire. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Professeur, j'ai un petit souci. Oui. C'est pas quel est le point de vue de la bioéthique par rapport aux avortements hygiéniques? Avortements qu'on fait lorsqu'il y a des malformations congénitales diagnostiquées prénatalement. On a parlé de ça. Justement, le point de vue, peut-être que je n'ai pas. Sinon, je pense que la semaine passée, on a répondu à ça. C'est que, voilà, dans la bioéthique, on a seulement 2 types d'avortement. Oui. L'avortement qui est spontané et l'avortement provoqué. Oui. Maintenant, dans l'avortement provoqué, ce qui est permis en bioéthique, ce sont les avortements où on a les signes de malformation congénitale. Justement. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, si la vie de la maman est en danger. Est-ce qu'on se suit? Oui, on se suit. Voilà. Donc, ce sont ces deux domaines, dans ces 2 domaines où la bioéthique est contre. Okay. Sur l'avortement spontané et involontaire. Okay. Donc, la bioéthique ne se prononce pas là-dessus. Mais ce qui est provoqué dans ça, on parle de malformation congénitale. Ou bien si la vie de la maman est en danger. Voilà. Parce qu'au cours de la grossesse, les signes peuvent montrer que vraiment, on doit procéder à un avortement, sinon la maman va mourir. Oui. Voilà. Donc, si sa vie est en danger, alors on procède à l'avortement. Effectivement, même ce qui est reconnu par la loi SR au Mali. Si. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Professeur? Oui. Mais ça ne prend pas en compte quand même les cas d'inceste, quoi. Très bien. Pour les cas, c'est une très bonne question. Pour les cas d'inceste, là. Pour les cas d'inceste, d'abord, l'éthique traite la notion d'inceste comme interdit. En principe, ça ne doit même pas se passer. Alors, si ça se fait, on ne doit pas procéder à un avortement parce que l'enfant est déjà conçu. Ok, d'accord. Est-ce qu'on se voit? L'inceste est formellement interdit, on ne doit pas du tout, c'est-à-dire, l'inceste même est prohibé a priori, d'abord. Oui, c'est vrai. Alors, si a posteriori c'est déjà consommé, on procède à ce, on va dans le sens où la maman doit accoucher. On ne peut plus parler d'avortement. Ok, merci. On doit tout faire pour éviter l'inceste. Professeur, il serait mieux d'expliquer l'inceste là. Il y a des gens qui ne comprennent pas quoi. Le sens de l'inceste. D'accord. L'inceste là, c'est lorsque, par exemple, il y a eu une grossesse entre des personnes consanguines. Des unions interdites, par exemple. Entre la maman et l'enfant. Et son fils. Par exemple, entre le papa et sa fille. Entre grand frère et petite sœur. Oui. Voilà. Ouais. Même père, même mère, quoi. C'est des cas qui arrivent, ça arrive. C'est des cas qui arrivent. C'est des cas qui arrivent.
C'est pourquoi dans la bioéthique, on fait tout. Par exemple, lorsque vous avez votre premier fils est un garçon et que celle qui vient après, le premier fils là est une fille, il faut tout faire pour que les deux, par exemple, ne soient pas tout le temps à l'écart, ne vivent pas à l'écart. Il faut les inculquer qu'ils sont du même père et de même mère, qu'ils jouent ensemble, par exemple, qu'ils travaillent ensemble, par exemple. Dans ce cas, c'est très fréquent. Voilà, dans ce cas, le garçon là, il va voir l'autre là comme un homme même. Et il va avoir pitié. Tu vas voir, même si elle est en train de faire la corvée, il va aller prendre. Mais si les deux vivent à l'écart, ils ne se voient pas rien. Ah, mais les jours ils vont se voir là, attention. Mais s'il n'y a personne là, c'est un danger. Les gens qui disent non, tu vois là, tu es tout le temps avec ta soeur, il faut laisser sa soeur. C'est pas bon, il faut la laisser partir avec sa soeur. Au contraire, il va même protéger sa soeur. Et tu vas voir, même quand les garçons vont commencer à courir derrière sa soeur là, il va s'imposer. Oui, parce qu'il devient jaloux. C'est sa soeur biologique, ils sont du même père, même mère. Et quand lui-même, tu vas voir là, lui aussi, il va aller courir derrière les autres filles. Mais quand il voit un garçon, derrière sa soeur là, c'est un problème. Tu as vu ce que tu avais? Mais quand les deux ne se voient pas, ou bien il n'y a pas de relation entre les deux, non, ça crée un autre sentiment. C'est ça le problème. Ça. Souvent, n'hésitez même pas à ce que le grand frère lave sa petite soeur. Ça ne fait rien. S'il est âgé, plus que l'habitude, tu la laves. Souvent, tu dis à la maman, non, il faut donner à celui-là, il faut qu'il la lave. Tu as vu ce qu'il a fait? Voilà. Oui. Est-ce qu'il n'est pas encore pareil aussi pour les cas de viol, les grossesses secondaires à des viols, et que l'intéressé, par exemple, après avoir réuni toutes les preuves, peut porter plainte pour qu'on puisse faire l'avortement? Dans ces cas, quel est le point de vue de la bioéthique? La bioéthique est contre ça. Elle est contre ça, mais la loi SR dit qu'en cas de viol, on peut procéder à l'avortement. Si toutes les preuves sont réunies et que la victime veut qu'on avorte, alors on peut procéder. Mais selon la bioéthique, alors non. Oui. OK. C'est pas la peine. Même si la maman accouche, même si elle donne l'enfant à une autre personne, par exemple dans les garderies que vous avez dit, par exemple, voilà, les SOS Sanangorba et consorts, ou à la pouponnière, par exemple, ça peut passer. Mais de l'avorter, c'est pas bon. Parce que la bioéthique considère que l'enfant, en quelque sorte, n'est pas coupable. Oui. L'enfant n'est pas coupable, il est victime. C'est vrai, c'est une vie et c'est sacré. C'est une vie et c'est sacré, il faut la protéger. Lui, il n'a rien à voir dans cette affaire-là. Oui, il n'est pas coupable. Il ne connaît ni le moment, ni l'heure, ni la date, ni le lieu. Alors, et vous l'accusez. Voilà. Il est innocent? Oui. Professeur. Oui. Moi, j'ai une question, quoi. OK. Maintenant, je vais aborder dans le même sujet que le docteur Haidara un peu par rapport aux prises de pilule du lendemain en cas de rapport non protégé, par exemple. Quel est le point de vue de la vie par rapport à ça? Tout ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tout le monde, la reproduction est, c'est-à-dire la rencontre entre un spermatozoïde et l'ovule. Tout le monde connaît ça. La meilleure façon de ne pas avoir un enfant, c'est de se protéger. Ah oui. Alors, si tu trouves un enfant dans ça, j'ai pas compris, c'est de se protéger. Ok. Alors, si toi tu penses que c'est un accident, alors la bioéthique dit que ce n'est pas un accident. Oui, ce n'est pas un accident. Tu t'es pas protégé. Et pourquoi la bioéthique est une question, est une discipline qui se pose des questions, avec la rationalité de l'être humain. Voilà. Si la personne est folle, voilà. On peut dire, ah non, un fou quand même ne contrôle pas ces trucs. Mais une personne qui est douée de raison et qui juge de toutes ses facultés, après avoir fait un rapport sexuel, après il dit que non, je ne me suis pas protégé, on va faire l'avortement. On fait l'avortement lorsque la femme est en âge. Ou bien si toutes les indices prouvent qu'il y a une malformation congénitale. Voilà. Ça, on peut procéder
à l'avortement. Voilà, et moi je veux poser une question par rapport à ça. Et souvent, il y a des grossesses qui apparaissent mais sans embryon. Qu'est-ce que c'est ça? Des grossesses sans embryon. Oui, la jeune demoiselle est vraiment enceinte, mais il n'y a pas d'embryon. Qui s'est pas. Oui, je comprends. Oui, je vois. Je vois. Voilà, c'est clair. Oui, ça là, ça ce n'est pas. Tant qu'il n'y a pas de fœtus, ça veut dire que ce n'est pas une grossesse. Ça donnerait. Ça donnerait. Bien sûr, tu procèdes à l'avortement. Ce n'est pas une vie, parce qu'il n'y a pas de fœtus. C'est ça. On appelle ça l'œuf clair. Oui, c'est ça. L'œuf clair. Donc, toujours dans le domaine des problèmes de la gravité, nous avons anomalie. Souvent, dans le clonage, nous avons des anomalies. Souvent, vous allez trouver que les deux membres là, il y a une différence. Souvent, ça arrive. Tu vas trouver que la main droite est plus longue que la main gauche. Voilà. Ou bien un pied, ou bien un œil est plus gros qu'un autre œil. Voilà, il y a tout ça là. Ce qu'on appelle le nanisme. Il y a souvent aussi le nanisme. Parce que dans la plupart des cas, on ne peut pas savoir que, on ne peut pas détecter le cas de nanisme si l'enfant ne grandit pas un peu. Tu as vu? Donc, tu peux décrire l'enfant que tu veux, mais au final, ça peut être un nain. Voilà. Tu vas dire que ça a échoué. C'est vrai. Tu vas dire que ça a échoué. Voilà. Et il y a aussi des risques de maladies génétiques. Pénétrance élevée, la myopathie, amyotrophie, mucoviscidose, voilà. Ainsi de suite. Maladie avec impact psychomoteur et répercussions sociales. Trisomie 21, X fragile, hydrocéphalie. Voilà. Risque important de maladies mettant le pronostic vital en jeu sur l'enfant ou l'adulte jeune. Certains cancers héréditaires. Si, par exemple, le donneur était prédisposé à une maladie cancérigène, alors ça peut répercuter sur l'enfant. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. C'est que moi, je voulais ajouter aussi le truc là. Parce qu'on a tendance à dire que, c'est-à-dire, un enfant reçoit les gènes de son grand-père, de son père, jusqu'à l'enfant. Donc, s'il fait que son père, je ne sais pas, mais je veux le savoir, s'il fait que son père était grand voleur, par exemple, est-ce que l'enfant n'est pas disposé à être un voleur dans la vie? Voilà, bon, ça là, biologiquement, ça ne s'explique pas. Non, il n'y a pas de relation biologique dans ce domaine-là. Les relations biologiques, c'est purement des trucs de gènes. Tu comprends? Mais ce que tu dis, ça peut être vérifié par les psychomètres. La psychométrie est la science qui mesure, c'est-à-dire ce qu'on appelle la capacité humaine des êtres humains. Par exemple, l'enfant peut hériter, par exemple, ce que tu as dit, ce cas-là, il peut hériter, mais ça se fait de manière involontaire. Ce n'est pas parce que l'enfant veut que ça se fait, mais ça peut tomber sur lui. Et si ces 5 enfants, il se pourrait que parmi tous ces 5-là, c'est peut-être un seulement qui peut l'avoir, les autres ne le seront pas. Hein. Voilà. Donc, comme on le dit, sur bon donc, ça peut tomber sur un, mais pas forcément sur tout le monde. Pareil aussi pour une femme, par exemple, qui est mariée, qui fait des bêtises, par exemple. Les gens vont dire, hey, attention, sa maman l'a fait ça, après l'enfant aussi fait ça. Il n'y a pas de relation. Voilà. La seule relation qui existe, c'est quoi? C'est qu'on va dire que la fille, en tant que telle, est plus proche de la maman que le papa. Peut-être que la maman peut la prodiguer des conseils qui sont en rapport avec ses comportements. Par exemple, si la maman dit au cours de la causée avec sa fille, ce que je vais te dire là aujourd'hui, là, les hommes là, ne peuvent pas subvenir aux besoins des femmes. Hein. Il faut avoir de l'argent pour te maquiller. Tu as vu?
Tu as vu ton papa, les frais de condamnement qu'il donne la journée. Si moi je ne fais pas ça là, est-ce que je peux avoir de l'argent? Donc, quand tu dis ça à la fille, tu l'incites à partir sur ce chemin. Mais ça n'a rien à voir avec les trucs de gêne. Voilà. Ou bien de l'héritage. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on peut le laisser comme ça. Il reste juste 3 minutes. Voilà. C'est voilà. C'est l'éducation. Ça, c'est de l'acquis, mais pas inné. Voilà, c'est de l'acquis. C'est bien ça. Voilà. C'est pas un mot, c'est ça.